Salut, c'est Gunther et bienvenue pour ce qui ne sera pas un replay de War Thunder, mais plutôt une présentation de la revue TNT qui vient d'arriver. Je viens de la recevoir, voilà, hop. Et donc, je voulais partager le contenu avec vous. Donc, je le découvre. Alors, je l'ai ouvert, hein, on va être tout à fait honnête. Et nous allons lire ensemble et j'espère vous donner envie de l'acheter. Pourquoi l'acheter? Parce que, comme je le dis souvent, les magazines consacrés à notre domaine de prédilection, notre hobby, c'est-à-dire l'histoire des chars, l'histoire des blindés, c'est pas quelque chose de courant. On trouve beaucoup de revues anglo-saxonnes, on trouve beaucoup de revues dans d'autres langues, mais c'est assez rare pour que on soutienne les initiatives qui se passent en France. C'est pour ça qu'à chaque fois, je fais un petit topo, je fais une petite vidéo pour en parler et pour dire soutenez ces initiatives françaises. Qui plus est, c'est un beau magazine. Et puis pour ceux qui aiment, je dirais, les autres, enfin des choses plus historiques, il y a d'autres revues. Je vous en parle pas, mais vous pouvez aller voir sur le site, c'est les éditions Caractère, hein, voilà. Donc il s'agit du Truck and Tank de mars-avril 2020, c'est le numéro 78, et de ce que je peux voir, il y a des choses intéressantes. Donc un article principal, les chars lourds 1916-2020, grandeur et décadence de la puissance absolue. Donc un sujet qui va intéresser bon nombre de gens, puisque je pense notamment à certains amateurs de chars allemands, M. Wittmann, qui regarde, enfin qui fait de très très belles vidéos. Moi j'adore ces vidéos, elles sont beaucoup plus chialées que moi. Moi je fais vraiment des trucs à l'arrache, hein. C'est du live complet, en vrai direct, hein. Il n'y a aucune préparation. Voilà, donc les actualités, trois petits articles sur le tank biathlon 2019. Donc le tank biathlon, c'est une épreuve qui est faite en Russie et qui permet généralement de montrer les chars russes dans toute leur splendeur. Il faut savoir que c'est des pays qui sont possesseurs de chars russes, et il n'y a pas beaucoup de compétition, voilà, donc c'est pas forcément très intéressant et très explicatif. Vous voyez, Kazakhstan, Biélorussie et la Fédération de Russie. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est pas terrible. Alors, ensuite, vous avez un petit entrefilet sur le 2S39 Magnolia, un canon, on va dire, russe, qui est c'est marrant, voilà, qui reprend en fait, c'est plutôt un mortier. Et ensuite, un missile anti-char Enforcer, voilà, qui est fait par MBDA, donc c'est européen. Ensuite, vous avez un article sur le programme israélien Carmel, les blindés intelligents, donc avec une photo qui est assez intéressante, en fait, un cockpit virtuel. Alors, qu'est-ce qu'on reproche souvent dans les blindés? C'est une faible visibilité. Alors, ça tombe bien, voilà. Le chef de char, il a une vision sur, voilà, ici, ça lui permet de voir le champ de bataille sur 360 degrés, mais en règle générale, il voit le champ de bataille à travers ses épiscopes. Donc il a une vision restreinte. Là, le cockpit virtuel, en fait, c'est que vous avez le char, les gens qui sont dans leur capsule, ils sont entourés d'écrans. Enfin, c'est presque 180. Vous voyez, vous faites ça, ça fait de ça à ça. Donc les mecs, ils ont une vision quasiment comme s'il y avait une grande vitre devant eux. Alors, quid, je dirais, de la solidité de tel système quand vous recevez un obus en pleine poire et qui ne vous détruit pas? Ça doit un peu abîmer, je pense, les moniteurs. Donc ça, je dirais que c'est très bien d'un point de vue marketing, ça vous fait un beau petit truc, vous disiez, ah, vous voyez, vous avez une superbe vue. Sauf que le moindre pet, les mecs, ils ont des casques, s'ils freinent brusquement, ils passent la tête en avant, ils défoncent un moniteur, enfin. Voilà, je vous le montre un peu, vous voyez, c'est ici. Là, voilà, c'est, ah bah non, j'ai la main dessus. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est l'intérieur d'un char. C'est l'intérieur d'un char, la deuxième photo. Et dedans, on a une vision presque
panoramique, on va dire, de son environnement. Alors, voilà, moi, le seul problème que je pose, c'est quid de la solidité d'un tel système dans un vrai combat. Alors, ensuite, vous avez toujours dans l'activité le Hawkeye de Thales, donc français, le futur VBAE, donc le véhicule blindé des armées d'aide à l'engagement. Donc, ça serait le remplacement du VBL, le véhicule blindé léger, que tout le monde connaît parce que le VBL, c'est comme tous les véhicules français. Vous voyez ça, dès qu'il y a un pet en Afrique, vous avez des VBL. En Bosnie, il y avait des VBL. En Afrique, en ce moment, il y a des VBL. Bref, ça serait le remplacement du VBL, et le Hawkeye, il a été, je crois, fabriqué pour l'armée australienne ou une armée de ce qu'on a. Alors attendez, je vais le lire parce que Sophie gna gna gna. Voilà, sa version australienne Bendigo. Bendigo. Donc voilà, je pense que Thales, donc entreprise française, va s'appuyer sur ce marché qu'il a remporté pour dire à l'armée française, voilà, il est, on va dire, c'est combat Provence, et puis bon, Thales c'est français, et on va, généralement, on aime bien aussi donner un peu de boulot à des entreprises nationales, ce qui est un peu pas très normal, hein, voilà. Ensuite, vous avez une maquette, c'est le Panzer 6 Aus FE codé 213 d'Autocarius. Donc là aussi pour les passionnés, je repense toujours à la même personne, puisque c'est un grand fan de tous les pilotes et les chefs de char allemands. Voilà, c'est une belle maquette. Hein. Ok, allez, ensuite on attaque le sujet, autre sujet, c'est l'Australian Armour and Artillery Museum. Voilà, donc ça c'est un article sur ce petit musée hein, qui doit pas être très important, je pense. Ensuite, vous avez l'actualité du livre, donc la Wehrmacht, la fin d'un mythe, de Jean Lopez. Alors Jean Lopez est un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup de livres de Jean Lopez aux éditions Economica, pour ceux que ça intéresse. Et il a fait notamment des très intéressants sur les batailles allemandes en Russie. Où il revisite très profondément effectivement certaines idées reçues qu'on a sur la puissante Wehrmacht. C'était pas tout à fait le cas, voilà. Ensuite, vous avez un autre livre sur Panzer in Berlin 1945, c'est-à-dire 1945, un ouvrage sur les derniers combats livrés par la Panzerwaffe à Berlin. Ensuite, petit futé, voilà, vous avez une BD, donc Wunderwaffen, le tome 16, visiblement. Je connais pas du tout, enfin j'ai déjà vu, mais c'est pas franchement le truc qui m'intéresse passionnément. Ensuite, vous avez un livre, toujours chez Osprey, dans une série où j'ai quelques bouquins, et c'est le Panzerfaust versus Sherman. Et autant vous dire, je pense que le Panzerfaust versus Sherman, quand il touchait, le Sherman, il faisait grise mine. Voilà, ensuite, vous avez un article camouflage, le tigre de Piper. Allez, je monte une photo, je sais que ça va en intéresser quelques-uns. Voilà. Voilà. Donc, c'est le tigre 2, hein, visiblement. Donc, un article pour plus se destiner, on va dire, aux maquettistes et aux amateurs de... Oh, bah, alors, attendez, parce que là, vous allez adorer. Hein, hop. Avec tous les détails qui vont bien. Et l'article se termine avec 2 pages supplémentaires. Et en fait, c'est une publicité pour parler d'un ouvrage qui va sortir qui s'appelle Stavelot la Glaise, le destin des tigres de Piper. Voilà. Donc le Kampfgruppe Piper dans les Ardennes. Et donc, c'est peut-être intéressant pour ceux que ça intéresse. Ensuite, vous avez un article sur un char léger qu'on n'a pas encore dans War Thunder et que j'aimerais bien voir.
parce que ça c'est un char qui a été fabriqué, mais qui n'a pas été, on va dire, introduit en grande quantité, c'est le char léger R40, donc un char qui est l'héritier direct du R35 et qui était un R35 modernisé, modifié, mais qui présentait toujours les mêmes lacunes, à savoir une ergonomie un peu foireuse, sachant qu'il y avait toujours cet équipage à 2 hommes qui en faisait des véhicules difficiles à utiliser et à mettre en œuvre en situation de combat. Donc voilà, c'est donc l'autre point. Merde, je veux pas en fait. À chaque fois je me mets dessus. Donc les principales améliorations, bah, c'était par rapport au R35, c'était les canons de 37 mm, mais longs, donc avec un pouvoir vulnérant face aux chars adverses beaucoup plus important. Voilà, donc c'est un article plutôt technique qui est assez intéressant, moi qui en tout cas que je vais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Hop, le R40, hop, euh, voilà. Et il y a une troisième page avec des schémas, donc le char, un profil du char, et c'est là qu'on voit qu'effectivement c'était des chars extrêmement étroits et que être dedans ça devait quand même pas être une sinécure. Je veux dire que heureusement que les Français à l'époque ne faisaient qu'en moyenne 1,60 m, parce que franchement tu rentrais pas, tu rentrais au chausse-pied, voilà. Ensuite, vous avez le fameux article dont je vous ai parlé tout à l'heure, les chars lourds 1916-2020. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il faudrait que je le lise, mais voilà, c'est l'idée, le concept même de chars lourds. Les Français, pour rappel, à la fin de la guerre de 14, avaient fait ce qu'on appelait les chars forteresses, qui étaient des chars qui étaient hérissés de tourelles, de mitrailleuses, dont le but était ni plus ni moins que d'aller d'un point A, c'est-à-dire le point de départ, on va dire, d'une tranchée, parce qu'on était dans cette conception, pour aller au point B, c'est-à-dire une autre tranchée, celle de l'adversaire. Et le but, c'était vraiment d'attirer le feu sur soi. On était blindés, il y avait des canons qui étaient capables de détruire des casemates, des points d'appui fortifiés. Bref, c'était quelque chose qui était assez... Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'à l'époque, tout le monde l'a fait. Les Russes, les Français, les Américains, les Anglais. Là, vous avez une photo du fameux TOG. Ceux qui ont joué à World of Tanks et qui ont acheté le TOG connaissaient ce char qui était tellement long qu'il était impossible de le louper, puisque le mec, il prenait, quand il traversait une rue, il mettait 15 secondes. Quoi. Je déconne, mais c'était à peu près ça. Donc c'était un plaisir de tirer dedans, parce qu'il se faisait défoncer magistralement. Voilà, donc c'était les chars multitourelles, et puis les tâtonnements soviétiques, l'heure de gloire de la Deuxième Guerre mondiale, le KV-2, les Tigre 2, les Joseph Staline, les IS, hein, IS-1, IS-2, IS-3, IS-4, le chasseur, le char super lourd, l'impasse technologique, et là il y a un article sur le MOUS, un petit entrefilet, guerre froide, les soviétiques en pointe, mais, donc là il faudra que je lise, anglais, la même galère, donc les Anglais et les Américains pour faire un char lourd, c'était visiblement pas leur truc, hein. Et pour finir, on termine avec la victoire du MBT, qui va mettre tout le monde d'accord, entre le char moyen, le char lourd, eh bien on va couper la poire en deux, et on va faire un char qui est de taille intermédiaire, mais je dirais que ça n'a jamais complètement quitté la tête des Anglais et des Américains, voire même des Allemands, puisqu'aujourd'hui, les chars européens ou américains sont des chars qui pèsent presque 70 tonnes. Donc on est totalement dans l'optique de chars super lourds. Il y a que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, là où je parlais des Russes, il y a les Russes qui maintiennent des chars qui sont à 60 tonnes, en dessous de 60 tonnes, et les Français, quoi, qui sont à 58, 55, 56 tonnes, et les chars russes qui sont à 54, 53 tonnes. Voilà. Ah, mon téléphone. Excusez-moi. Voilà. Voilà, toujours des crétins, c'est des trucs qui vous téléphonent.
Et le temps qu'il décroche, bah moi je raccroche. Ok, c'est parti, donc on continue. Donc un très très long article, la Renaissance, bah tiens, voilà, la Renaissance du char lourd, et avec la révolution culturelle de l'OTAN, avec les MBT, donc bah écoutez, c'est exactement ce que je disais, donc effectivement, les chars de l'OTAN, et notamment les Américains, les Anglais, et les trucs qui font des trucs qui pèsent plus de 70 tonnes, et qui arrivent finalement à recréer des chars lourds, et qui perdent de vue la finalité du blindé, à savoir la guerre de mouvement et la mobilité, de manière à casser les dispositifs adverses. Alors, ensuite, eh ben, quelque chose qui va faire sûrement plaisir à des amateurs, la Willis MB Jeep Was Mark II. Donc, voilà, les trucs, une Jeep un peu modernisée et qui est ce qu'on appelait les technical, les technical, voilà, donc un truc qu'on voit bien dans les mains des forces spéciales, dans le désert, pour faire des actions coup de poing, des actions rapides, des actions hit and run, et donc le truc. Alors ensuite, un petit article automitrailleuse, les Light Armored Car M8, M8 et Armored Utility Car M20. Donc, en gros, bah, c'était l'AMD, qu'ont refait les Américains, un petit véhicule léger armé d'un canon moyen, mais qui était là pour faire de la reconnaissance. Voilà. Donc, un véhicule que les Français utiliseront en Indo, qui sera récupéré, et notamment, voilà, ceux-là en dessous, ouais, qui est très typiquement, voilà, ça, ceux qui connaissent un peu les photos d'Indochine, les manœuvres dans les rizières, vous aviez ce genre de véhicule. Donc c'est quelque chose qui pourrait aussi être adapté pour l'armée française, puisqu'il y a eu une utilisation par l'armée française en combat de ces véhicules, sans compter, je pense, pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on devait en avoir aussi. Donc c'est un véhicule qui est très très connu, qui est beaucoup moins mis en avant, parce que c'était pas un véhicule, on va dire, de première ligne, hein, c'était un véhicule de reconnaissance. Son but, c'était de reconnaître les déplacements ennemis, de les situer, et donc après de se barrer. Ensuite, vous avez les matériels de déminage, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on vous parle des poêles à frire, pour ceux qui connaissent, hein, les fameuses... Voilà, et puis après, c'était à la mano. Hein. Ensuite, un canon automoteur, le 88 Flak 36 Auffahrgestell T34. Donc en gros, un canon de 88 monté sur un châssis de T34. Donc ça fait partie des trucs qui ont sûrement été inventés quand l'Allemagne a été en complète déroute. Donc à titre de reconnaissance, c'est complètement l'obus, hein, comme look. Hein, voilà, je vous le montre. Hop. Ça ressemble à rien, et c'est le genre de truc, c'est tellement haut à mon avis que le mec devait se faire défoncer en 3 coups de cuillère à peau. Il suffisait d'une bonne mitrailleuse de 12-7 et à mon avis tout le monde était mort. Ensuite vous avez le Ropenschnellper, le Ropenschnell Schlepper Ostster, voilà, donc un camion, un tracteur allemand, hein, comme vous avez compris à ma diction super fluide, donc avec les différentes versions, je ne connaissais pas. Ah, et alors là, un article tout à fait moderne, puisqu'il s'agit du Panzer Haubitze 2000, donc l'artillerie moderne allemande, sauf que l'artillerie moderne allemande, bah, ils n'en vendent pas beaucoup. Voilà, échec du programme SP-70, de toute façon avec les Allemands c'est pas compliqué, c'est tant qu'ils sont pas les maîtres du jeu, c'est un échec. Donc clairement c'est pas le truc, voilà. Gna gna gna. Oui, il est produit sous licence en Italie. En Grèce, Pays-Bas,
mais pour remplacer des M109 A2 qui dataient de Mathusalem. Hein, donc généralement c'est pour remplacer justement des M109 qui dataient de et qui tiraient à 20 km. Quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'artillerie américaine n'est pas très performante. Hein. Ouais. Donc, ouais, en gros, le seul truc qu'il a connu, c'est comme les Français, c'est du tir en Afghanistan. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, le numéro 78, si je dis pas de conneries, de TNT, donc, comme d'habitude, des articles intéressants, quelques articles de fond, donc les chars lourds, le Panzer, l'artillerie autotractée, la allemande moderne, là, il y a un article qui est assez intéressant, en tout cas que moi je vais lire, que je vais m'empresser de lire, parce que pour ma culture personnelle, voilà, et puis parce que bon, c'est quand même un bon système, même si je veux dire que c'est un truc, le temps de le mettre en batterie, vous avez déjà des tirs de contre-batterie qui arriveront. Et de ce côté-là, je préfère le système César, où le mec, tu te mets ça en batterie, tu tires tes 3 coups, tu remballes le tout et t'es déjà parti. À mon avis, l'Allemand, il n'aura pas commencé à tirer, vu que c'est quand même pas... C'est autre chose. Alors, ils sont protégés, mais le but du jeu, justement, c'est de ne pas avoir à être protégé et de se barrer avant que les tirs de contre-batterie arrivent. Voilà, donc numéro mars-avril 2020 de TNT Truck and Tank Magazine, toujours aussi bon, toujours excellent. Pour rappel, je n'ai aucun lien financier avec ce... Je ne suis pas actionnaire de l'éditeur. Simplement, comme je l'ai dit, je soutiens tout ce qui en France parle de blindés, de l'histoire des blindés et de la culture des blindés. Voilà, simplement. Et que il n'y a pas beaucoup de magazines en langue française, comme je vous l'ai dit, et que c'est intéressant donc de soutenir ceux qui existent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne lecture, achetez-le, soutenez l'industrie française, et à la prochaine. Ciao, ciao.